Donc Juliette, elle va nous parler. J'adore Juliette. Je l'ai reçue déjà, c'était au mois de novembre, je crois, où elle était venue faire une émission sur les semences. Vous savez, sur les petites graines qu'on plante pour faire pousser des fleurs, des légumes. Enfin. Et voilà, donc elle a écrit un bouquin là-dessus fort intéressant. Elle est venue faire une émission qui était passionnante. J'ai regretté qu'elle soit pas suffisamment vue parce que Juliette, elle s'intéresse vraiment à des sujets qui sont fondamentaux au cœur de la vie. D'accord. Alors c'est Juliette qui m'écrit et qui me dit que son ordinateur a bugué. Mais elle arrive, elle se dépêche. Et puis donc là, aujourd'hui, eh bien, elle vient nous parler de son dernier livre qui s'intitule Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Donc dans cette collection qu'elle a créée avec Pierre Rabhi qui s'appelle Les carnets d'alerte. Et voilà, sujet tout à fait, comment dire, on peut imaginer comme décalé par rapport à ma chaîne, mais rien n'est décalé puisque tout est relié. Donc sujet tout à fait fondamental puisque on s'imagine pas à quel point tout est relié à cette histoire de finances. Et c'est ce dont Juliette va nous parler avec beaucoup de pédagogie puisqu'elle a vraiment l'art d'aborder ces sujets profonds et fondamentaux avec beaucoup de pédagogie pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, pour les personnes qui nous rejoignent en cours, eh bien, il y a eu un petit bug avec Juliette. Elle a été obligée de redémarrer son ordinateur, mais elle nous rejoint. Elle arrive. Bah voilà, Juliette qui revient. Désolée, je suis désolée. Ah, mon ordinateur a complètement bugué, il ne voulait plus redémarrer. Donc bonjour tout le monde et je suis désolée pour cette. Je nous entendais en triple ou quadruple écho, donc voilà. Il ne voulait plus tout éteindre, donc Voilà, c'est désolée à super. tous. Oui, en plus, il y a un petit souci d'image. Il va falloir que je fasse manuellement le. Ah ben ça recommence l'écho. Hein. Ah, moi je l'ai pas. D'accord. Bon, ben moi je. Bon, écoute, tant pis. Hein, on va D'accord. faire comme ça. Voilà. Bon, alors, Juliette. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à ce sujet de la finance? Alors, je me suis intéressée au sujet de la finance il y a quelques années quand on a beaucoup entendu parler des crises financières et des crises boursières qui avaient voilà, quand il y a eu la crise de 2007 et puis après la crise de la dette en 2011. C'est des sujets qui me paraissaient très éloignés et pourtant je me rendais bien compte que ça avait un impact au quotidien très important. Donc ça, c'est quand j'étais journaliste d'actualité. J'ai travaillé pendant 10 ans pour le journal de TF1. Donc là, je me suis intéressée à ces sujets. Et quand j'ai créé cette collection de livres Carnet d'alerte avec Pierre Rabhi, il m'a semblé que c'était un sujet qu'il fallait absolument traiter parce que c'est un sujet qui est peu connu, parce que la finance, c'est pas concret, ça se voit pas en fait, et pourtant qui avait un impact sur notre quotidien très important et qui échappait en quelque sorte parfois au jeu de la démocratie parce que c'était en fait au final assez peu traité dans les médias ou traité de façon très lointaine et il y avait peu de reportages qui étaient faits, on rencontrait peu les gens qui travaillaient dans les salles de marché ou qui ont travaillé dans les salles de marché. Et pour moi, c'était vraiment un sujet qu'il fallait décrypter parce que je pense vraiment qu'on ne se rend pas du tout compte de l'impact important que cela peut avoir au quotidien. Et je pense que si on ne change pas le système financier, on ne pourra pas changer le reste et on ne pourra pas justement essayer d'inventer une économie qui va plus respecter l'environnement, l'humain, etc. Si on ne change pas la finance qui capte aujourd'hui une grande partie des richesses et qui les garde pour le système financier qui fonctionne un petit peu de façon fermée, quoi, ça redescend pas. Alors que normalement, le financement, l'objet de ce livre, donc de carnet d'alerte, les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, c'est pas de caricaturer la finance et de rejeter toute la finance. Il faut de la finance pour financer des projets qui sont intéressants, mais par contre, il faut une autre finance. Enfin, il nous semble, en tout cas, après cette enquête, qu'il faut une autre finance. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est pas de diaboliser et de rien diaboliser d'ailleurs, hein, mais c'est plutôt effectivement la finance, l'argent, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore dans notre monde est nécessaire pour faire de
très belles choses, de très très belles choses. Alors tu as choisi un titre et tu commences comme ça, La bourse et la vie. Oui, la bourse ou la vie, oui, bah parce que c'est vrai que alors c'est ça, c'est Pierre Rabhi qui a voulu dans la quatrième de couverture mettre cette expression la bourse ou la vie pour montrer l'importance aussi que la bourse a pris aujourd'hui dans le monde dans lequel on est en fait. D'ailleurs, on voit bien dans les informations souvent à la fin du journal, on termine par le 440 où on en est, etc. Je suis pas sûre que les gens comprennent d'ailleurs vraiment cet indice et donner voilà la bourse est en baisse, en augmentation. Enfin, on voit l'importance que la bourse a pris aujourd'hui et que c'est des décisions, notamment sur les entreprises. Du coup, dans l'enquête, on commence par ça, par l'impact que ça peut avoir dans les entreprises et sur les salariés. Et ça, c'est un aspect qui est souvent assez mal connu. En fait, les entreprises se sont énormément, elles sont devenues, on parle de financiarisation des entreprises, elles sont devenues beaucoup plus gérées avec des obligations financières. En 20 ans, les dividendes ont été augmentés, multipliés par 7 en France. Et du coup, c'est les dividendes, donc les rémunérations des actionnaires qui ont pris beaucoup d'ampleur. Et ces dividendes-là doivent être toujours plus importants, toujours plus grandir davantage parce que sinon l'entreprise, si le cours de l'action baisse, l'entreprise risque d'être achetée par une autre. Donc le patron d'un grand groupe, lui, il va vouloir que tout le temps l'action augmente. Et du coup, les actions ne sont plus devenues n'est plus une variable d'ajustement. C'est-à-dire que les actionnaires doivent toujours toucher plus d'argent. Ce qui devient la variable d'ajustement, ce sont les salariés. Et c'est l'investissement qu'on va faire dans une entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans des grands groupes ont l'impression de vivre continuellement des plans d'économie. Et partout, c'est tous les mêmes plans d'économie, peu importe l'entreprise dans laquelle on travaille. Et ça, c'est parce que la nature de l'actionnariat, en quelques années, en quelques années, oui, parce que dans les années 70-80, c'était pas du tout les mêmes actionnaires. 70% des actions dans les années 80 étaient détenues par des familles d'industriels et des petits porteurs, alors qu'aujourd'hui, c'est des fonds de pension, des SICAV, des investisseurs étrangers qui sont dans du court terme. Donc, ça a énormément changé. Et ça, on se rend pas compte à quel point vraiment, on se rend pas compte de l'impact que ça a sur les salariés et sur les gens qui travaillent au quotidien et sur les entreprises aussi. Oui, mais en fait, et c'est peut-être aussi parce que je vois pour moi à mon niveau, hein, quand on parle de finance, tout de suite, enfin, moi j'imagine quelque chose de grand. C'est la finance, c'est international, c'est le système économique. Moi, en tant qu'individu, mais je me sens complètement impuissant par rapport à ça. Et j'aurais tendance à éviter ces sujets-là parce que finalement, ça me dépasse. Ça me dépasse et qu'à mon niveau d'individu, je vois pas trop comment moi je peux agir, mis à part effectivement, devrait à mettre en place un nouveau mode de consommation, un nouveau mode de communication au sein même de ma vie. Mais après, pour bouger ce système-là, comment nous, en tant qu'individu, on peut être amené à avoir vraiment un pouvoir sur tout ça? Oui, je pense que c'est un point très très important celui-ci en fait, parce que c'est vrai que la finance, ça nous paraît très éloigné, etc. Alors qu'en fait, on peut avoir un impact et on peut avoir un impact très important. Et c'est qu'on a l'habitude, comme tu le dis très bien, dans l'alimentation, par exemple, de plus tracer sa nourriture. On va faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais on peut faire la même chose avec son argent, sauf qu'on n'a pas du tout l'habitude de le faire. Mais on peut faire exactement la même démarche. Aujourd'hui, on pourrait, par exemple, si tout le monde plaçait son épargne sur de l'épargne solidaire, il y a un label, par exemple, qui s'appelle Finansol, qui est une épargne solidaire. Et ben si toutes les personnes voulaient voilà mettaient leur argent sur une épargne solidaire, et ben il y aurait beaucoup moins d'argent en bourse et c'est parce que c'est l'argent des citoyens qui permet d'avoir ce système-là. Donc si l'argent des citoyens était placé ailleurs, ça changerait tout le système en fait. Et ça pourrait être, si chacun changeait l'argent où il met son épargne, ça changerait tout en fait. Alors on peut changer de banque, il y a des banques qui on va dire qui sont plus éthiques et solidaires comme le Crédit Coopératif ou la Nef, mais même dans les banques classiques, les banques, alors souvent les conseillers connaissent très mal ces produits-là, mais il y a des produits de l'économie sociale et solidaire, donc des produits qui s'appellent les produits Finansol, où on peut placer son argent et du coup avoir un impact. Et je pense qu'on n'a pas c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de faire confiance au banquier qui dit il faut mettre son argent à cet endroit-là, à cet endroit-là. On le laisse un peu faire. Alors qu'au contraire, je pense qu'on peut avoir un impact. On a vu par exemple en Islande, alors là c'est différemment, mais
les Islandais n'ont pas voulu payer pour la finance. Ils ont été manifestés, ils ont refusé de payer pour la finance, comme dans les autres pays où on a été, en fait, les citoyens ont renfloué les banques directement. C'est l'État qui l'a fait, mais c'est les citoyens. En Islande, ils ont refusé. Le système est un peu différent qu'en France, mais déjà, ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils ont quand même refusé. Et au final, les Islandais n'ont pas payé pour les banques. Et il y a même eu des banquiers qui sont allés en prison, en fait. Alors, j'ai le chiffre là. 37, à la suite de la crise financière, 37 accusés ont été reconnus coupables et condamnés à la prison par la Cour suprême en Islande. Donc, en fait, on peut faire autrement. C'est parce qu'on nous dit tellement que c'est pas possible de faire autrement qu'on a l'impression que c'est pas possible. Alors, c'est pas simple. Il y a tout un modèle à réinventer, etc. Mais déjà, au quotidien, on peut placer son épargne autrement. Et je pense qu'en étant informé aussi, on peut alors orienter son vote en votant. Et puis même, voilà, comme on a vu en Islande, la crise financière ne s'est pas du tout passée de la même façon que dans les pays européens, parce qu'on a mis, en fait, c'est les banques qui ont supporté les pertes qu'elles avaient faites, en fait. Donc, ça a vraiment changé totalement la donne pour la suite. Mmh. Mmh. Mais par exemple, au niveau des banques, on voit apparaître de plus en plus de banques en ligne qui ont peu de frais. C'est-à-dire que tout ce qui est frais de gestion peut être réduit à 0 parfois, vraiment. Et tu parlais du crédit coopératif. Moi, mon association, elle était au crédit coopératif, mais ça a un coût. C'est-à-dire que financièrement parlant, tout ce qui est frais, les frais de mouvement, les frais de gestion, etc., c'est plus important que dans d'autres banques. Donc, les choix sont parfois compliqués. Ah, les choix sont pas toujours simples. Après, moi, j'ai pas enquêté sur les différents. J'étais pas sur le côté frais bancaires. J'ai pas parce que j'étais vraiment sur la finance. Après, c'est sûr que ça peut avoir un coût, mais après, c'est sûr que les banques en ligne, c'est pas la même éthique que le crédit coopératif ou la nef. Après, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est comme quand on veut manger bien, ça peut avoir un coût. C'est voilà, il y a toujours. C'est vrai qu'il y a toujours. Il peut. Ça c'est sûr. Après, j'avoue que je n'ai pas enquêté sur le point des frais bancaires entre les différentes banques. Moi, j'étais vraiment sur le système financier. Mais bon, bien sûr qu'il peut avoir des frais bancaires. Après, je suis pas sûre que la crédit coopératif soit plus élevé en frais bancaires par rapport à une autre banque classique en dur, quoi. Après, les banques en ligne, oui, mais j'ai fait l'expérience, hein, donc ouais. Sur les banques en ligne, certainement, mais par non, rapport non, aux autres banques. pas sur une banque en ligne, hein. Je suis pas parce que j'ai D'accord. fait le crédit coopératif parce que c'est vrai qu'ils avaient tendance à prendre des frais de mouvement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y D'accord. avait un mouvement sur le compte, il y avait je sais plus combien de pourcents qui étaient enlevés et à la fin, ça finissait par faire des grosses sommes d'argent. Et mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit les banques, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, enfin, etc. On a souvent tendance à privilégier le moins cher, c'est-à-dire avoir dans l'ici et maintenant, plutôt que Dans le futur. que dans le futur. En même temps, c'est logique, parce que si j'ai pas d'argent aujourd'hui, je vais avoir tendance à acheter moins cher. Mais on n'est pas forcément, du coup, dans une démarche de développement durable. Bah oui, ça c'est sûr, dans tous les sujets. C'est marrant, ça c'était un autre carnet d'alerte qu'on avait fait sur la faim dans le monde et les systèmes, les différents systèmes alimentaires. Et c'est vrai qu'il y avait un chercheur qui s'appelait Christian Rémusy qui avait montré que si qu'on avait un budget alimentation particulièrement bas aujourd'hui par rapport à l'histoire, et que si on augmentait de quelques pourcents son budget d'alimentation, on baisserait d'autant plus le budget santé. C'est vrai que du coup, voilà, il y a des choix à faire. C'est pas toujours le choix le plus simple qui au final est le plus intéressant pour soi-même, quoi, dans le budget alimentation. S'il avait montré ça, c'était très intéressant, que si on augmentait de quelques pourcents le budget alimentation, on baissait bien plus le budget santé. Donc, c'est vrai que ça peut être ça pour beaucoup de choses, en fait. C'est l'intérêt individuel, l'intérêt général. En plus, c'est pas toujours le même. Mais c'est vrai que sur la finance, en tout cas, c'est sûr qu'on peut avoir un impact en plaçant son argent différemment, en tout cas en épargne différente. Il y a des placements solidaires à faire et on peut avoir un impact. On peut avoir un impact. Et en étant informé aussi,
aussi la puissance. Alors ça, c'est des thèmes chers à Pierre Rabhi, avec qui je fais ses ouvrages, mais la puissance de la conscience des gens, en fait, de l'insurrection des consciences, c'est un thème qui lui est très cher. Bah, c'est aussi le fait d'être informé, d'avoir conscience des problèmes. La puissance de l'opinion publique, c'est énorme, en fait. Hein. On voit que sur l'évasion fiscale, par exemple, c'est un sujet qui est devenu beaucoup plus grand public. Il y a plus d'avancées que dans d'autres sujets, contrairement à ce qu'on croit, en fait. Vu que on en a beaucoup plus parlé, ce sujet a plus avancé que d'autres. Un autre sujet, là, par exemple, qui serait très important, tous les économistes que j'ai interrogés étaient à peu près d'accord sur ce point-là, qu'il faudrait séparer les banques de dépôt et d'investissement pour que les dépôts des citoyens ne servent plus de garantie aux banques, parce que sinon ils servent de garantie et que du coup l'État est garant pour les banques, peu importe ce qu'elles font. Donc du coup, la séparation des banques de dépôt et d'investissement est un thème majeur. Bah, ça, on n'en parle jamais, par exemple. C'est un sujet qui est totalement inconnu pour le très grand public, en tout cas. Alors les gens qui connaissent un peu ces sujets-là sont au courant, mais le plus grand public ne l'est pas. Et du coup, je pense qu'on sous-estime parfois la puissance de l'opinion publique, et le fait d'être informé sur des sujets complexes peut aussi changer. Il me semble que ça peut aussi changer la donne. En tout cas, c'est aussi pour ça que nous on a voulu faire cette collection Carnet d'alerte. C'était pour informer les gens sur des sujets qui, pour nous, devraient faire la une de l'actualité tous les jours, en fait. C'est des sujets que, pour nous, on devrait se trouver à la une des journaux tous les jours. Alors, tu parles de la bourse, mais c'est aussi un lieu de placement. Il y a énormément de gens qui placent leur argent en bourse. Donc, c'est quelque chose qu'il s'agirait d'arrêter. Oui, enfin après c'est pas d'arrêter la bourse, c'est de réformer en fait. C'est ce que je disais. Il y a des réformes simples qui pourraient être mises en place, comme la séparation des banques de dépôt et d'investissement. Le problème de la finance aujourd'hui, c'est pas de dire tout est mauvais dans la finance, c'est qu'elle a été déréglementée dans les années 80, que du coup elle a pris un poids vraiment excessif. On voit que par exemple la taille du secteur bancaire européen est plus de 3,5 fois supérieure au PIB des pays européens. Donc, ça montre le poids de la finance, en fait. Le problème de la finance, c'est pas le fait de placer son argent. Si l'argent, il est placé pour investir dans des entreprises, ça serait pas forcément grave. Le problème, c'est que l'argent, il n'est pas forcément placé pour réinvestir dans les entreprises. Il y a un autre chiffre qui est très intéressant, c'est que seulement 12% des actifs dans le bilan des banques européennes représentent des prêts à des entreprises non financières et 16% des prêts à des particuliers. Ça veut dire que tout le reste, c'est juste à l'intérieur de la finance. On se rachète des titres, on se revend des titres. C'est tout un système qui fait que aujourd'hui, la finance en tant que telle ne finance plus beaucoup l'économie réelle, en fait. C'est ça le problème. C'est pas le fait de placer son argent ou d'avoir de l'argent. C'est le fait que, en fait, la finance, normalement, elle est là pour financer des projets. Normalement, les banquiers, ils sont là pour aller dans les entreprises. Ça, c'est Nicolas Boulot, un mathématicien, qui m'explique très bien ça dans l'ouvrage. Les banquiers sont là pour aller dans les entreprises, voir si comment elle peut investir, s'ils vont lui faire confiance, etc. Sauf que de plus en plus, les banquiers sont plutôt devant leur ordinateur à regarder des algorithmes, à utiliser des formules mathématiques pour vendre ou acheter des actions, alors qu'il faudrait regarder l'entreprise. Les maths, c'est utile, mais n'utiliser que des mathématiques en pensant qu'on peut modéliser la vie, le réel, ça peut être dangereux pour prévoir l'avenir, entre guillemets. Dans la finance, ça peut être dangereux. Et c'est vrai qu'il y a quand même deux points qui ont pris une place très importante dans la finance, et on voit dans les 20 ou 30 dernières années, c'est les mathématiques qui ont vraiment envahi la finance, où du coup, on utilise moins des techniques, on va évaluer. Et l'autre point qui a pris énormément de place, c'est les ordinateurs. Aujourd'hui, on achète et on vend des actions à la microseconde. Donc, du coup, on voit qu'il y a des serveurs, dans les data centers, des serveurs très importants où on achète et on vend des actions à la microseconde. Donc, oui, ça, j'ai le chiffre aussi. Je crois que c'est, alors que je me trompe pas, oui, c'est 55% des transactions en France sont faites à l'aide de ces serveurs dans les data centers. En fait, ça a pris une telle dimension que la finance n'est plus là en partie, hein, une grande partie de la finance n'est plus là pour financer l'économie réelle. C'est ça le problème d'aujourd'hui de la finance. Tu as parlé à deux reprises là des banques de dépôt et de consignation. Est-ce que tu peux repréciser à nos auditeurs Bah, donc c'est pas...
Les Voilà, banques de ce que dépôt et d'investissement, en fait, la séparation, oui. c'est que les banques de dépôt, c'est les banques où on met son argent. Et en fait, il y en a, Mmh. il y a voilà, des économistes qui disent qu'il faudrait séparer les banques de dépôt. C'est-à-dire, aujourd'hui, les banques de dépôt et d'investissement, c'est un modèle, elles sont ensemble, en fait. Il n'y a pas de séparation. Et en fait, si on séparait la banque de dépôt, c'est-à-dire là où les Français mettent leur argent, de la banque d'investissement, celle où justement on va acheter, D'accord. revendre des transactions, où on va aller, et voilà. Ça permettrait en fait que le dépôt des citoyens ne garantisse plus les actions que les banques vont faire sur les marchés. Voilà. Là, aujourd'hui, on a bien vu que pendant la crise, c'est l'État qui avait renfloué les banques. Et après la crise de 1929, quand il y avait eu cette grave crise financière, on a fait ça. On a séparé les banques de dépôt et d'investissement. Mmh. François Hollande, il l'avait promis lors de sa campagne. Il avait dit mon ennemi, c'est la finance, etc. Il voulait séparer les banques de dépôt et des banques d'investissement. Sauf Mmh. que il a fait une loi qui s'appelait comme ça, la séparation bancaire, mais c'est une loi qui a été vidée de son contenu, en fait. Parce que, Mmh. en fait, le problème, c'est que dans la finance, on change des petites choses et puis, du coup, ça change l'ensemble de la réforme. Et du coup, il y a eu un tel lobby des banques pour vider la loi de son contenu qu'au final, la banque, ils ont fait une loi, mais que dans la filiale, donc dans la banque d'investissement, c'est ça qu'ils avaient mis dans la filiale, il y avait pratiquement plus rien. Donc en fait, ça Mmh. servait à rien. Mais ça, c'est vraiment un point important. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont milité pour pour faire cette réforme-là. Le problème, c'est qu'il y a un lobby bancaire très important. On voit à Bruxelles, par exemple, il y a 1700 lobbyistes qui sont là pour la finance, par exemple, à Bruxelles, pour les banques, les financiers, etc. Et ils sont qu'une vingtaine par le biais d'une association en grande partie qui s'appelle Finance Watch. C'est souvent des anciens gens qui travaillaient dans la finance et qui militent, eux, pour une autre finance et qui font du lobbying justement pour, là, eux, réformer la finance. Mais eux, ils sont une vingtaine contre 1700 de l'autre côté. Donc, ça montre que c'est très difficile de changer ces thématiques-là. Comme en plus, ce sont des sujets très complexes, ils font souvent assez traîner les réformes. Du coup, on suit même plus le dossier, ils changent des petits paramètres, des petits alinéas dans la loi au final et qui changent complètement qui vide totalement la loi de son contenu. Mmh. C'est arrivé en tout cas avec cette loi. D'accord. On a des questions. Il y a Lostis qui nous dit bonjour, il faut créer sa banque avec des gens conscients. Le site de Finansol, l'épargne solidaire, SVP merci, alerte fraude, Finansol est victime d'une utilisation frauduleuse de son identité. C'est toujours la même chose. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a pas. Donc, ça serait bien que l'hostie puisse préciser, c'est-à-dire, est-ce que c'est une observation, c'est-à-dire que Finansol, Finansol est victime d'une utilisation frauduleuse de son identité. Ça voudrait dire qu'on trouve des sites Finansol qui seraient éventuellement pas des Finansol. Bah après, il peut toujours avoir des fraudes sur Internet, mais Finansol, c'est un label sérieux, etc. Après, il y a peut-être des gens qui utilisent. De toute façon, on ne peut pas vraiment créer sa banque. On peut créer une entreprise, créer une banque, c'est quand même un peu plus compliqué. Et Finansol, il labellise pas des banques, il labellise des produits financiers. D'accord. Donc, des produits financiers solidaires. Après, il peut y avoir des fraudes comme partout sur Internet, mais ça, j'avoue que je connais pas ce sujet-là. Mais le label Finansol, c'est un label très sérieux, par contre. Hein. Mais après, il y a peut-être qu'il est utilisé de façon frauduleuse par certaines personnes. Ça, c'est possible. Hmm. Alors, Jacques qui nous dit bonjour Juliette et Marie, je viens de lire qu'en 2017, au niveau mondial, 1% des plus riches ont Oui. récupéré 80%, 82% des richesses mondiales. Nous en déduisons que les 99% restants se sont partagés 18%. Ne nous étonnons pas de toutes les misères. Nous aimerions un monde meilleur. Pourrez-vous nous indiquer clairement des noms de crédits coopératifs et de banques plus éthiques? Alors, bah c'est l'étude d'Oxfam qui montre ce chiffre-là, qui est tout à fait juste. Et d'ailleurs, la finance participe à augmenter ces inégalités. Je donnais juste un chiffre que j'ai trouvé pendant l'enquête qui est assez intéressant. À qualification égale, les employés du secteur financier touchent des salaires supérieurs de 28% en moyenne au reste de la population active. Et la différence, elle grimpe à 40% pour la tranche des 10 salariés les mieux rémunérés, pardon. Et en moyenne, dans les pays développés, les salaires du secteur financier ont augmenté de 36% de plus que dans les autres domaines entre 1980 et 2008. Donc, la finance participe d'ailleurs à augmenter ces inégalités, en fait,
dont on parle dans l'actualité aujourd'hui avec l'étude d'Oxfam. Donc ça, c'est juste, c'est très juste. Après, les banques, pour revenir sur les banques solidaires, il y en a très peu, hein, parce que en fait, créer une banque, c'est pas simple. Hein, c'est quand même un gros système. Il y a un gros système aussi réglementaire important. Et souvent, quand on est une banque qui va pas sur les marchés, on a les mêmes obligations qu'une banque qui va sur les marchés. Donc en fait, la réglementation est très complexe. Donc il n'y a pas énormément de choix. Hein. Il y a beaucoup de choix pour placer son argent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs produits qui sont labellisés Finansol. Mais par exemple, si on veut un crédit particulier, quoi, un compte pour les particuliers, il y a peu de choix. Il y a le crédit coopératif, la nef. Et il y a des banques alors ça je l'ai pas mis dans le livre, mais je sais qu'il y a des banques municipales aussi où on peut ouvrir un compte et avoir un compte Ah, courant. d'accord. Mais et là oui, et en plus la nef, oui, il y a des ouais, et la nef n'a pas encore de compte pour particulier. Elle va le faire, pas avec tous les services, elle va le faire, mais c'est en cours en fait, parce que c'est très lourd d'avoir en fait, c'est pas simple en fait. Hein, il y a une grosse réglementation, donc c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de choix. Mmh. Alors, Mais il y en est-ce a. que penser de ces nouvelles banques sans banque que l'on trouve de plus en plus? Moi, je connais par exemple Nickel, la banque Nickel. Ce sont des comptes qu'on ouvre en ligne via des buralistes en fait. Ça a été créé à la base pour des gens qui étaient interdits bancaires. Et donc, ça coûte 20 euros par an. On a une carte bleue, il y a l'impossibilité de faire des chèques et il y a l'impossibilité d'être à découvert. C'est-à-dire que tout paiement qui arriverait, enfin tout prélèvement qui arriverait et pour lequel il n'y aurait pas le solde suffisant est rejeté, mais sans aucun frais en fait. Oui, Et ça c'est. Moi, je l'ai pas traité dans le livre, hein, parce que moi, dans le livre, je suis vraiment sur la finance. C'est pas forcément un livre pratique pour les citoyens, mais c'est un sujet que j'avais déjà traité dans le passé. Donc, je les avais rencontrés, les créateurs du compte Nickel. Donc, c'est une alternative intéressante. Hein. C'était une alternative qui avait été créée comme une option pour les gens, un interdit bancaire, etc. Après, ce sont des alternatives intéressantes, mais c'est comme le financement participatif, par exemple, mais tous ces financements, tous ces structures différentes. Alors, ça n'empêche qu'elles restent là, mais elles ont toutes été rachetées ces dernières années. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas quelque chose que, comme je répète, que j'ai enquêté pour ce dernier livre, mais le compte Nickel a été racheté par la BNP Paribas. C'est-à-dire que toutes ces alternatives-là ont été rachetées récemment. Donc, en fait, parce que c'est très difficile de résister quand on est seul dans ces modèles-là. Donc, même pratiquement toutes les plateformes de financement participatif ont toutes été rachetées récemment, en fait. Donc, en fait, ça montre que c'est quand même difficile de rester. d'accord. Après, ça n'empêche que le compte Nickel reste la même chose, mais il a été racheté par la BNP Paribas. D'accord. Ce qui voudrait dire que quelque part, l'argent va quand même. Bah oui, il a été racheté par la BNP Paribas, quoi. Enfin, voilà. Bah, après, voilà, parce que je pense que c'est très difficile de rester indépendant dans ces domaines complètement indépendants. Après, ça n'empêche que l'initiative reste très intéressante, le compte Nickel. Et je sais que j'avais rencontré le fondateur qui était très intéressant et que l'initiative est une très belle, enfin, que moi je considère que c'est une initiative intéressante, en fait. Après, moi, c'est vrai que sur l'ouvrage, je vérifie du coup mais j'en suis pratiquement sûre, mais comme c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'ai traité sur l'ouvrage, je vérifiais juste ce point-là, mais je crois bien que c'est la BNP ou c'est un autre groupe bancaire important, mais c'est un groupe bancaire, dans mon souvenir, c'est la BNP Paribas. Oui, c'est ça, c'est bien la BNP Paribas. Ok, alors il y a Losti qui répond, mais alors que faire? C'est à l'instant sur le site, alerte fraude, Finansol c'est-à-dire quand on va sur le site de Finansol, parce qu'apparemment il a dû cliquer tout de suite en regardant, en écoutant. Donc c'est noté, alerte fraude, Finansol n'est pas un organisme de financement. Donc Finansol est victime de Non, mutualisation. c'est pas un organisme de financement, c'est un label. Ça labellise, le Finansol, c'est un label. Il labellise des produits financiers en disant que ce sont de l'épargne solidaire. Ça trace l'argent qu'on place. C'est Finansol, ça existe vraiment, ça j'en suis sûre. Après là, peut-être qu'il y a en ce moment une utilisation frauduleuse du nom Finansol en disant que c'est un organisme de financement. Finansol, c'est pas un organisme du financement, c'est un label qui labellise les produits financiers en fait et qui les trace en fait. Donc voilà. Après, je sais pas ce que c'est particulièrement cette fraude là, mais voilà, c'est un label.
un label en fait qui labellise l'épargne solidaire. Donc, si on va dans une banque ou au crédit coopératif, on peut demander de placer son épargne sur un produit labellisé Finansol. D'accord. Donc en fait, il nous précise qu'effectivement, voilà, donc apparemment, des personnes se font passer pour Finansol ou pour l'un de ses dirigeants en envoyant des courriers frauduleux, en créant Oui, des faux ça profils sur les réseaux sociaux, enfin, etc., etc. Donc il s'agit d'une fraude. Donc Finansol n'a rien à voir avec tout ça, bien entendu. Donc voilà, donc la question c'est comment se protéger en fait. Hein, Oui, mais là, c'est juste, c'est des choses frauduleuses comme on peut avoir avec n'importe quoi, avec Internet. Mais ça, si on va avoir son banquier ou va en crédit coopératif et qu'on demande un produit labellisé Finansol, ce sera pas une arnaque. Là, c'est une arnaque où on envoie des courriers, en fait. C'est une arnaque qu'on peut avoir. Enfin, je connais pas le sujet, mais je pense que c'est une arnaque qu'on peut avoir avec n'importe quoi, en fait. D'accord, oui, donc en fait, il s'agit vraiment, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne jamais donner ses coordonnées parce qu'il Oui, fait le comparatif avec les organismes sociaux qui précisent toujours effectivement dans leur courrier de ne jamais répondre à des courriers qui nous demandent nos codes d'accès, enfin, etc., etc. Là, pour le coup, c'est un peu la même chose, c'est toujours avoir du discernement, chercher oui, bah, il s'agit tout simplement effectivement d'être vigilant, quoi. oui, 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 bien sûr. Après, là, on s'éloigne un peu du sujet, j'avoue, parce que moi, c'est pas, voilà, je suis pas du tout sur la fraude. Ça, c'est de la fraude qu'on peut. C'est en fait, malheureusement, c'est la fraude Internet, quoi. En fait, ça n'a rien à voir avec le sujet sur la finance, en fait, parce que du coup, Mm, je pense qu'on peut l'avoir pour n'importe quelle thématique, en fait. mm. Alors, je regarde si. Hop, Et après, voilà. peut-être, oui. Non, vas-y, dis-moi. Non, je dis après voilà, dans tout ce qui est alternative, c'est vrai c'est l'épargne solidaire. Après, il y a l'investissement socialement responsable qui s'appelle l'ISR. Donc ça, c'est de l'investissement qui est en bourse, mais qui est un peu plus tracé. Alors c'est pas complètement parfait, c'est pas totalement transparent, c'est un peu une zone grise, mais c'est mieux en fait. Et du coup, ça c'est les encours de l'investissement socialement responsable s'élèvent à 746 milliards d'euros en France. Donc, du coup, l'épargne sociale et solidaire, c'est beaucoup moins. C'est 9,76 milliards d'euros en France. Et après, l'autre alternative, c'est aussi toutes les plateformes de financement participatif, le crowdfunding, où ça, c'est 233,8 millions d'euros ont été collectés par ce biais-là l'an dernier. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est les alternatives aux banques plus classiques, en fait. Mm. Voilà. Puis peut-être pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, alors ça, c'est un peu plus dans le livre, c'est un peu plus la partie de Pierre Rabhi qui parle de ça. Mais c'est vrai qu'il, lui, il explique, et c'est aussi intéressant, et plusieurs personnes que j'ai interrogées, peut-être plus qui sont à la fin de l'ouvrage, parlent de ça, que pour réformer sa finance, il faut aussi réformer son propre rapport à l'argent, en fait. On a la Ouais. finance, c'est facile aussi de dire, voilà, c'est la finance. La finance, c'est aussi le reflet de la société qu'on a, en fait. Et c'est aussi, ça découle du rapport à l'argent qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc, c'est aussi toute une conséquence de tout ça. Donc, c'est vrai que si on réforme pas et qu'on change pas intérieurement qu'on change pas son rapport à l'argent, ça changera pas tout le reste. Donc c'est vrai que c'est important aussi peut-être ce point-là, ce rapport à l'argent est aussi important. Peut-être on a cette finance qui a pris une importance telle, c'est aussi lié à ça parce qu'on voit maintenant aussi, donc ça on n'a pas parlé encore là, mais toute cette partie où on en parle de plus en plus, il y a des choses intéressantes dedans, mais cette finance verte, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la finance aujourd'hui qu'on voudrait réorienter pour financer la transition écologique, parce qu'il y a beaucoup d'argent en finance, donc on pourrait réorienter une partie de la finance vers l'investissement, et une fois qu'elle est réorientée vers l'investissement, la réorienter vers un investissement soit moins polluant, soit pour financer des projets écologiques. Donc ça, c'est très louable. Tout le monde dit, bah, ce serait Mm. super qu'on puisse réorienter ça. Sauf que certains disent, oui, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la finance, comme c'est le cas du coup aujourd'hui, pour réussir à réorienter ces investissements, alors que la finance nous a mis un peu presque, voilà, avec une crise économique dramatique il y a très peu de temps. Est-ce que la finance aujourd'hui va être capable de ça et qu'il y a un risque de récupération, de greenwashing, qu'on dise on va financer des produits qui sont
qui sont verts, etc. Alors qu'au final, ils financent pas ces produits-là, en fait. Ça, c'est un gros risque. Et l'autre risque qui est encore un peu plus grave, c'est qu'il y a de plus en plus, enfin, alors c'est en train d'être fait, des produits qui vont être adossés à la nature. C'est-à-dire qu'il va y avoir des produits financiers comme là, par exemple, ça s'appelle des cash bonds, ou alors on va pouvoir parier sur l'intensité d'un ouragan en bourse, ou Très bien. alors on va pouvoir parier sur les revenus futurs d'une forêt. Ça s'appelle les forest bonds. Et ça, ça veut dire que c'est un mécanisme qui se met en place. Pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais on peut du coup imaginer que dans quelques années, il y aurait des produits financiers qui pourraient parier sur la disparition des lions ou la disparition des ours, en fait. Donc voilà, c'est toujours le danger d'aller mettre un système qui est pas toujours facile à contrôler, en fait. Donc voilà, cette finance verte, pourquoi pas? C'est-à-dire que réorienter les investissements vers la transition écologique, pourquoi pas? Mais il faut vraiment l'encadrer, tracer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les montants sont tels que c'est pas simple de tracer l'argent. C'est beaucoup plus simple de tracer l'épargne solidaire parce que l'argent va aller financer une entreprise solidaire à tel endroit. Et là, dans le livret, on sait exactement que l'argent, où il va aller. Mais une fois que l'argent, il part sur les marchés, de le tracer, c'est vraiment un autre problème. Donc, il y a un travail de label à faire, très important, etc. Parce que s'il y a pas, les gens peuvent sinon sont très sceptiques et à raison, en fait. Alors, tu parles de revisiter notre relation à l'argent, et ça, je pense que c'est effectivement fondamental, puisque notre relation à l'argent vient nous parler de notre relation à la vie. Et que notre relation à la vie est très très souvent gérée par nos peurs. Et que du coup, ben, plus on est dans la peur, plus on va avoir tendance à vouloir épargner, garder pour soi, et avoir des fonctionnements extrêmement, je dirais, peut-être égoïstes, voire égocentristes. Et que bien entendu, c'est extrêmement important pour comprendre notre rôle à nous en tant qu'individus dans tout ce système de la finance. Oui, oui, c'est très juste. Il y a une femme que j'ai interrogée dans le livre qui s'appelle Josette Amor, qui a travaillé beaucoup d'ailleurs avec Pierre Rabhi et qui a travaillé avant dans la finance. Elle a créé un fonds qui s'appelle l'épargne en conscience et elle explique, je vais vous dire une de ses phrases, elle dit: l'argent peut être un outil de jouissance. Quand nous en avons, il nous en faut toujours plus. Il faut détricoter le mécanisme qui mène à cela pour s'en libérer. En fait, il y a vraiment un travail à faire, en fait. Voilà. Il y a une phrase là qui vient dans le livre que je vous cite de Pierre Rabhi. À la base, l'argent a été créé pour faciliter le troc. Il n'est pas très commode d'échanger un sac de pommes de terre contre des chaussures. L'argent est censé faciliter les échanges. L'argent doit servir à payer le savoir-faire d'un artisan, d'un ouvrier. C'est un moyen d'échange pratique. Donc, à la base, ça devrait être ça. Sauf qu'après, on a transformé en fait ce rapport à l'argent et comme tu dis, on veut l'accumuler, ce qui est moins du coup. Voilà. Après, d'où après cette finance qui arrive en fait. Le problème, c'est notre phrase de Pierre Rabhi, le problème naît lorsque nous outrepassons la nécessité. L'argent joue un rôle très intéressant, il représente de la matière, du travail, de l'énergie, il peut être au service de la vie. Pour les besoins légitimes de survie, il n'a rien à dire. Mais lorsqu'on accumule, on sort du cadre strict de la contrepartie financière d'un travail ou d'une matière. Dans ce cas, je parle de prédation légalisée. L'argent permet à des hommes d'être des prédateurs et de réaliser des prélèvements outranciers sur le bien commun. Donc voilà, c'est vraiment ce point-là. Là, c'est vrai que sur cette partie-là, c'est plus du coup Pierre Rabhi et Josette Amor qui est très intéressante aussi sur ces sujets-là, sur le rapport à l'argent, et elle est particulièrement intéressante. Moi, après, je pars un peu, c'est vraiment la fin du livre. On part quand même un peu moins sur cette thématique-là, mais oui, ça me paraît essentiel de changer son propre rapport à l'argent et puis que notre société change son rapport à l'argent. On voit bien d'ailleurs que ça, c'est l'exemple que je donne dans le livre aussi, que l'épargne solidaire, quand elle finance ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, où leur premier objectif, ce n'est pas seulement de faire des profits. Il faut que ces entreprises soient rentables pour pouvoir exister, mais c'est pas leur seul objectif. Leur objectif, c'est aussi, par exemple, l'environnement. Ça va être aussi d'insérer des personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie. Et
elles y arrivent en fait. Quand leur seul but, c'est pas, alors c'est pas forcément simple, hein, mais il y a quand même des beaux succès. Et quand elles n'ont pas tous les jours à répondre à des actionnaires et elles n'ont pas toujours le cours de la bourse devant elles à se dire il faut que l'action elle augmente aujourd'hui, mais leur objectif c'est plutôt de trouver tant d'emplois pour tant de personnes sur le territoire. Mais ces entreprises, elles y arrivent et elles inventent des modèles économiques très ingénieux et très intéressants en fait. Donc en fait c'est possible. Ouais, il y a même des. Alors ça, c'est un autre organisme qui s'appelle France Active, qui est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire. Cet organisme-là a même des résultats enfin, les entreprises ont moins d'échecs que dans d'autres endroits, parce que quand le modèle économique est fait sur un système où c'est pas seulement le profit qui compte, les modèles économiques peuvent même être plus solides. Et on peut avoir de l'innovation sociale, en fait, innover et créer des systèmes économiques différents qui fonctionnent, en fait. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle ne fonctionne pas seulement sur des subventions et des choses comme ça, en fait. Elle fonctionne, c'est concret. Et comme aujourd'hui, en plus, les entreprises, les grands groupes, elles ont ce court-termisme avec ces actions qui sont achetées à la microseconde, etc. L'autre économie, cette économie, alors ça concerne aussi de nombreuses PME, elles ont pas ces contraintes-là et donc elles peuvent y arriver autrement. En fait, c'est une économie qui fonctionne, hein, l'économie sociale et solidaire. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, il y a Losti là qui revient à la charge, merci Losti, et qui nous dit c'est toujours une question de confiance. En tous les cas, merci des infos. C'est vraiment un sujet hyper sensible. Que pensez-vous du Bitcoin? Ah oui, alors c'est pas non plus c'est marrant, c'est pas non plus un point que j'ai traité dans le livre. Hein, c'est pas du tout un point que j'ai traité. Après, ça reste. C'est pas du tout un point que j'ai traité dans l'enquête. Hein. Donc voilà, je donne mon avis sans avoir enquêté parce que c'est pareil, j'ai déjà travaillé dessus auparavant. Ça reste là pour le coup, c'est une monnaie faite d'informatique et enfin sur les marchés financiers. C'est pas du tout quelque chose pour moi de solidaire. Voilà, c'est au contraire quoi. C'est pas du tout une monnaie. C'est pas des monnaies locales quoi. C'est pas la même chose quoi. On reste dans le système financier avec un système. Enfin pour moi, ça découle même du système financier actuel plutôt qu'une alternative. Alors je sais que certains peuvent l'avoir comme une alternative aux monnaies, mais là on échappe à tout contrôle. Il y a même plus le contrôle de l'État. Moi, c'est pas quelque chose qui me semble une alternative intéressante pour l'avenir et en tout cas pour construire une économie plus solidaire en tout cas. Enfin moi comme c'est pas quelque chose qui me paraît comme une solution alternative comme l'économie sociale et solidaire ou voilà voilà, je pense qu'il faut de toute façon si on veut changer notre économie, il faut réformer la finance mais la réformer en profondeur avec des réformes importantes telles la séparation des banques d'impôts et d'investissement. Il y en a d'autres hein, mais celle-ci en particulier. D'accord. Alors, est-ce que tu as d'autres. Tu nous as proposé quelques pistes. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que. Peut-être ce dont on n'a pas parlé, c'est vrai que c'est l'ampleur de l'impact de la finance aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a un impact sur les salariés, ça a un impact sur les citoyens. On a bien vu que pendant la crise de la dette, les marchés pouvaient avoir un poids très important pour dire, ah, voilà, tel pays, on voyait qu'il était, les agences de notation dégradaient la note et du coup, on voit l'impact que peut avoir les marchés financiers sur toutes les pans de notre vie, c'est-à-dire sur les salariés, sur les entreprises, sur l'État. On a bien vu en Grèce, l'exemple de la Grèce était très important. On avait l'impression qu'ils avaient perdu une sorte de souveraineté, en fait, en partie, bon, pas que, mais en partie à cause des marchés financiers. On voit que ça a un impact sur l'augmentation des inégalités. On voit que ça peut même avoir un impact sur le prix des matières premières. Alors là, c'est pareil, il y a un chiffre qui est quand même énorme. En 2011, 44 millions de personnes supplémentaires ont souffert de la faim à cause de l'augmentation des prix des denrées alimentaires qui était en grande partie due à la spéculation sur les prix des matières agricoles. Aujourd'hui, ce sont plus des produits qui sont à la mode, mais ça pourrait revenir en fait. Donc ça veut dire qu'on spécule même sur les prix des matières premières. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi du coup la nature. Donc un début de financiarisation de la nature. Alors là, on en est vraiment au début,
mais c'est quand même un danger très important. Ça, c'est vraiment un point très important pour l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de trouver de l'argent pour financer cette transition écologique, et savoir où est-ce qu'on va trouver l'argent, c'est important, parce que ceux qui financent, ils choisissent aussi comment la suite des choses, en fait. Donc, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a une économiste que j'ai interrogée sur ce point-là qui est très intéressante, qui s'appelle Ellen Torgman, et qui m'expliquait qu'on essaye toujours de chercher les solutions dans les endroits qui ont créé les problèmes. C'est-à-dire, elle dit avec la finance, on va chercher les solutions dans la finance pour financer la transition écologique, alors que c'est eux qui sont à l'origine du problème. C'est cette finance aujourd'hui qui est à l'origine des problèmes, et on va rechercher la solution chez eux. On va chercher la solution dans ceux qui créent les problèmes. Voilà. Pareil, il y a un autre économiste d'attaque, Maxime Combe, qui m'expliquait, voilà, cette économie, cette finance a mis le monde à terre il y a quelques années, et là, on va leur faire confiance pour financer quelque chose de très important. C'est l'avenir de notre planète. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance pour faire ça? Donc ça, c'est vrai que c'est un point très important aujourd'hui. Et c'est vrai que la question on peut se poser, c'est comment on en est arrivé là, en fait. Comment on a laissé un secteur prendre autant d'ampleur, quoi. Je vous donnais le chiffre tout à l'heure, mais le fait que la taille du secteur bancaire européen est 3,5 fois supérieure au PIB, à la richesse des pays européens, c'est énorme, en fait. On se rend pas compte, mais c'est vraiment un point très très important. Donc, du coup, voilà, la question, c'est comment on en est arrivé là. Et on en est arrivé là, il y a 3 ou 4 grandes raisons. Il y a la déréglementation, le fait qu'on a laissé ces marchés sans avoir une réglementation, et que les dépôts des citoyens, et en plus, c'est pas complètement libéral, parce que les dépôts des citoyens servent de garantie à ces banques. Donc, c'est là où il y a une erreur, en fait. On laisse pas les banques faire faillite, quoi. Donc, c'est un problème. Si on laissait les banques faire faillite, le problème ne perdurerait pas. Et du coup, on en est arrivé là à cause de ça, et aussi parce que les mathématiques, on a fait trop confiance au modèle économique, en se disant que les modèles économiques allaient pouvoir gérer les risques, ce qui n'est pas le cas. Et le troisième pain, c'est les ordinateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment remplacé les êtres, des personnes qui pouvaient évaluer par eux-mêmes. Ah, bah là, je peux investir, là, je peux pas investir. Et ça, c'est maintenant, j'étais dans un serveur comme ça en Seine-Saint-Denis, qui est assez impressionnant, où on voit dans le data center tout plein d'ordinateurs, et du coup il y a des câbles, et dans les câbles il y a des millions et des milliards d'euros qui passent. Et en fait, les banques, elles vont même au même endroit, c'est-à-dire qu'elles viennent dans le même endroit pour être au plus près de l'entrée de la bourse, pour que les files, elles gagnent quelques secondes pour passer avant l'autre personne, pour acheter plus vite l'action, et pour pouvoir la revendre plus vite et se faire un petit surplus à chaque fois en revendant après l'action. Mais ces acteurs-là n'apportent rien à l'économie réelle. Ils se font juste, ça coûte énormément d'argent de faire tous ces investissements, etc., alors que c'est des gens qui n'apportent rien à l'économie réelle, en fait. Et c'est là le problème. Et la question qui est à se poser, c'est que les économistes qui montrent les solutions, ils existent, les solutions qui sont possibles. Il y en a plein des solutions possibles. Et la question, pourquoi on ne le fait pas, en fait? Et pourquoi on n'en parle pas, surtout? C'est-à-dire que moi, c'est vrai que c'est des sujets qui me paraissent essentiels. On en parle quand même assez peu. On en a beaucoup parlé pendant la crise financière, mais on n'en parle plus aujourd'hui. Alors que si on ne change pas ça, on ne change rien. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais cette impression-là. Je travaille dans l'actualité quotidienne et en économie. J'avais l'impression de faire tout le temps des sujets sur des petites réformes, des petites choses, et qu'au final, on n'avait aucune vision globale, et que ces réformes, les gens ont d'ailleurs l'impression que ça sert à rien, en fait. Mais parce que on ne va pas à la racine du problème, en fait. Et je pense que tant qu'on changera pas c'est un peu aux deux opposés, mais notre rapport à l'argent et à la finance, et notre rapport à la terre, c'est un peu les deux opposés. On pourra pas changer, en fait, le reste. Et on peut faire des petites réformes entre les deux, mais ça changera rien, en fait. Et c'est là où ça touche complètement le thème de mes émissions, parce qu'on en revient toujours à la même chose. C'est le changement intérieur qui permet le changement extérieur. Et que effectivement, ce rapport à la terre, ce rapport à soi, ce rapport à l'univers, hein, d'une façon globale, euh, c'est fondamental de revisiter ça, et de pouvoir s'ouvrir. Oui, oui, de pouvoir s'ouvrir. Et comme tu disais au début de l'émission, il faut pas croire, en fait, qu'avec la finance, on n'a aucun impact. Vraiment. Ça paraît lointain comme ça. On a l'impression qu'on n'a aucun impact. Au final,
quand on commence à lire, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça en fait aussi. C'est des sujets qu'on complexifie, mais comme ça personne comprend rien et ça arrange un peu tout le monde. Si on veut vraiment s'y mettre, on peut comprendre. C'est pas si compliqué. Le fait que les dépôts des citoyens servent de garantie aux banques, bon bah on comprend bien qu'il y a un problème et qu'il faut changer ça en fait. C'est pas si compliqué que ça en fait. Donc je pense que si l'opinion publique se saisissait plus de ces problèmes-là, voilà, ça pousserait aussi le politique à s'en occuper. Parce que c'est vrai qu'il y a un fort lobby derrière. On peut pas non plus reprocher aux banques de faire du lobby sur les sujets qui les concernent. Après, c'est aux politiques de résister à ce lobby-là, en fait. Bon, après que les entreprises fassent du lobby sur certains sujets, c'est pas le problème, en fait. Le problème, c'est que c'est trop écouté d'un côté, que souvent c'est des élites qui ont un discours et qui ont une formation assez similaire et on pense encore qu'aujourd'hui, parfois, la finance va pouvoir changer les choses, en fait. C'est peut-être avec cette finance-là, en tout cas. Si on ne change pas cette finance-là, ça me paraît compliqué, en fait. Il faut. Alors, oui. Oui, tout à l'heure, tu as évoqué les monnaies locales, mais tu n'as pas évoqué ce terme par rapport comment dire, aux solutions qu'on peut mettre en place. Bah si, les monnaies locales, c'est très intéressant. Après, c'est dans la solution du compte courant, c'est-à-dire qu'à un moment, il nous faut bien un compte. Les monnaies locales, c'est dans ces solutions-là. Pour moi, ce que je trouve intéressant dans les monnaies locales, c'est que ça fait revivre un territoire, on se réapproprie l'argent, on se réapproprie cette monnaie, là où c'est vraiment une véritable monnaie d'échange. Après, le problème, c'est que quand on veut avoir un compte courant, c'est un peu plus compliqué. Moi, je trouve que les monnaies locales ont cet intérêt de pouvoir vraiment se réapproprier l'argent en fait et alors là pour le coup avoir un autre rapport à l'argent. Mais quand on veut avoir un compte courant ou placer son épargne, là il faut quand même avoir quelque chose de autre que les monnaies locales. Moi je trouve ça très intéressant en plus ça fait souvent vivre un territoire, ça permet aux commerces locaux d'être plus liés aux autres. Pour tous ces points-là, c'est très intéressant. Alors, une dernière question, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Donc, c'est Jacques qui nous dit que pensez-vous des projets de notre gouvernement actuel pour la finance? Bah, c'est vrai que ce qui est assez un peu étonnant, enfin moi en tout cas, là c'est mon avis à moi. Ce qui est un peu parfois étonnant, c'est qu'on a l'impression que les leçons du passé n'ont pas vraiment été retenues en fait, parce que là on voit qu'il y a une volonté de faire de Paris la nouvelle place financière. Voilà, avec le Brexit et Londres, on veut que Paris et alors du coup on veut de nouveau que Paris soit une place attractive, pour que ce soit moins cher pour la finance, etc. Alors qu'on voit bien que cette finance-là, elle n'est pas utile à l'économie. Donc, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune réforme qui ont été mises en place pour vraiment réformer la finance. C'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt pour réencourager de nouveau cette finance-là. Donc, c'est là où il peut y avoir des confusions. Et c'est vrai que le dernier sommet qu'il y a eu sur la finance verte au mois de décembre, là, on en a entendu pas mal parler. Il y avait des choses intéressantes, mais il y a un peu un mélange des genres. On voit par exemple que dans ce sommet, la fondation Bill et Melinda Gates vont créer un fonds pour financer des projets agricoles, mais la fondation Bill et Melinda Gates, elle finance les OGM. Elle pense que les OGM sont la solution. Donc après, on met dans des mêmes problématiques plein de choses et ça fait un espèce de mélange. On dit ça donne un peu l'impression qu'on s'occupe d'un problème alors qu'en fait on s'en occupe pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement, et de toute façon c'était pas dans son programme, donc je ne pense pas que ce sera le cas, n'a aucune volonté de réformer la finance en profondeur, ça c'est sûr, parce que même sur un des points qui pouvaient être faits, il y a eu des revirements. Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours pas fait. C'est la mise en place de la taxe sur les transactions financières au niveau européen. Donc ça serait intéressant parce que l'argent pourrait être utilisé pour justement financer des projets sur la transition écologique, etc. Et ça, c'est un serpent de mer depuis très longtemps, cette taxe sur les transactions financières. Et donc, Nicolas Hulot est pour, par exemple, cette taxe. Et je sais qu'au gouvernement, il y a eu plusieurs revirements et pour l'instant, elle est toujours pas mise en place au niveau européen. Il y en a une en France, mais qui est assez
plus petite, mais elle devrait être plus large, l'assiette devrait être plus large au niveau européen. Et ça n'a toujours pas été mis en place. Donc, en tout cas, pour l'instant, le gouvernement ne semble pas du tout vouloir réformer cette finance-là. On n'en prend pas du tout le chemin, ni en France, ni au niveau européen, parce que, oui, ni en France, ni au niveau européen. Ok. Eh bien, écoute, voilà, donc là, c'était la dernière question. Donc, bah, écoute, on arrive à la fin de l'émission. Quelles sont tes actualités? Pendant que je t'attendais tout à l'heure, je parlais de ton prochain livre. Merci, désolée encore pour ce petit. Je suis pas prête de faire des bitcoins sur Internet, de créer une monnaie. C'est pas encore pour demain. Oui, bah, le prochain carnet d'alerte sera sur l'eau, qui est un vaste sujet aussi, du coup, pas toujours très réjouissant parce que l'état de pollution et de l'eau est quand même pas extraordinaire, mais c'est un sujet très intéressant. Donc, le prochain carnet d'alerte est sur l'eau. D'ailleurs, c'est un sujet qui intéresse d'ailleurs la finance de plus en plus. Voilà. Donc, ça sera le 3e ou le 4e numéro Le 4e. Voilà. Du coup, il y en a eu un sur la faim dans le monde, les semences. Enfin, la faim dans le monde, c'est en fait, en gros, ça répond à la question est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie? Parce que souvent, on dit qu'on ne peut pas nourrir la planète. Donc, c'est plutôt cette question-là qu'elle répond. Ce carnet, les semences, la finance, c'est le prochain sur l'eau. Ok, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Juliette. Merci Marie, désolée encore pour le retard et merci à tout le monde d'avoir écouté cet entretien. Voilà, eh ben, moi je suis ravie de t'avoir reçu, d'avoir abordé un sujet qui m'est alors totalement étranger. Je suis vraiment complètement naïve et novice en cette matière-là, bien que j'ai énormément revisité mon rapport à l'argent et à la vie. Voilà, donc merci pour tous tes éclairages. Quel serait ton mot de la fin? Mon mot de la fin, eh ben alors, je reviens à ce que tu as dit au début. Alors, c'est pas un mot, c'est une phrase, mais il faut vraiment pas croire qu'on peut pas agir sur la finance. Vraiment. Je pense que c'est se tromper de penser que c'est loin. Je pense qu'on peut agir au quotidien. On trace sa nourriture, on peut tracer son argent. Super. Merci. Voilà. Merci Marie. Au revoir à tous. Très, très belle journée et à très bientôt.